suite de l'infomédia du jour et on va parler de la crise qui touche également l'audiovisuel français. Bonjour André Gattolin. Bonjour. Vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine et surtout grand connaisseur de l'audiovisuel et des médias. Vous faites partie d'un groupe de travail du Sénat qui a réclamé jeudi une franche mise à jour de la politique en faveur de l'audiovisuel. Vous avez noté que les sénateurs avaient noté que les médias ont été très présents pendant toute la crise, l'info mais également le divertissement, l'éducation, et ils ont été, je vous cite, les grands oubliés des plans de relance. Mais ça, c'était la semaine dernière. Hier soir, vous avez entendu comme moi l'allocution du président Macron, notamment ce passage sur la relance de l'économie après la terrible crise qu'on vient de vivre, avec un gros effort de la puissance publique. Nous avons décidé des plans massifs pour des secteurs les plus durement touchés. L'industrie automobile, l'aéronautique, le tourisme, la culture, la restauration, l'hôtellerie. Et nous poursuivrons. Au total, nous avons mobilisé près de 500 milliards d'euros. 8 milliards d'aides pour l'automobile, 18 milliards pour le tourisme, 15 milliards pour l'aéronautique. Et pour l'audiovisuel, combien ? Rien, pas grand-chose en tous les cas pour le moment. Ouais. Et l'audiovisuel, je cite votre collègue, le sénateur Jean-Pierre Leleux, l'audiovisuel qui pèse le même poids que l'automobile, qui a obtenu un fonds de soutien de 50 millions pour la production. J'ai fait le calcul, 8 milliards pour l'automobile, c'est-à-dire 160 fois plus. Comment vous expliquez ça ? Alors déjà, ce chiffre, ce parallèle entre l'automobile et l'audiovisuel est rigoureusement faux. C'est un chiffre votre collègue. C'est cité en bas de page et c'est tourné de manière à ce que ce soit pas totalement faux. C'est le CNC qui depuis des années dit que tous les secteurs qui sont aidés par le CNC représentent 340 000 emplois. Ils comprennent le jeu vidéo, ils mettent pratiquement rien dedans. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le nombre d'emplois dans l'audiovisuel, le dernier rapport d'Alain Lediberder, c'est en équivalent temps plein, c'est 90 000 emplois maximum. L'automobile, c'est 400 000 emplois nets. Donc, un mauvais point pour mes collègues, on ne peut pas comparer l'automobile et l'audiovisuel. C'est vrai que l'audiovisuel, il y a plusieurs, on dit, il y a le secteur aidé, il y a un secteur qui est national, qui est celui de l'audiovisuel public, où il y a déjà quand même plus de 3 milliards qui tombent dans l'escarcelle tous les ans. Donc, ces gens-là ont moins subi les chutes de recettes publicitaires. Ce qui est inquiétant, ce sont réellement les médias, je dirais, historiques, chaînes ou télévisions nationales, privées, qui, elles, s'en sont pris plein la tête. Avant de dresser un état des lieux, comment avez-vous travaillé ? Vous avez auditionné pendant 2 mois les principaux dirigeants de la filière. Qui avez-vous entendu ? On a rencontré tous les présidents de chaînes, les patrons des grandes stations, on a vu aussi les radios et les télévisions indépendantes, les grands producteurs, Media One, Banijay, Newen. Enfin, on a vu beaucoup de monde, le CSA, le patron, le président du Roch-Olivier Mestre, etc. Donc, on a tout fait en visioconférence, faut bien le dire, mais ça marche pas mal. Et en tous les cas, effectivement, il y avait à voir qu'est-ce qui se passe dans la période post-Covid. Et je vais citer les PDG du groupe, Delphine Ernotte pour France Télévisions, Nicolas Taverneau pour M6, Gilles Pélisson pour TF1, Maxime Saada pour Canal+. Quel état des lieux, André Gattolin, dressez-vous ? Moi, je dis, alors, quand on dit il n'y a pas d'aide, il y a les aides indirectes. Tout ce qui a été fait en termes de chômage partiel, d'aide, les décisions qui ont été prises sur l'année blanche et la date anniversaire sur les intermittents, ça impacte directement. Mais on a un vrai souci. Effectivement, il y a un fonds de 50 millions assurantiels pour les tournages de films et de documentaires. Comme toujours, c'est le patrimonial qui prend l'argent. Le lobby du cinéma est quand même très fort dans ce pays. Les émissions de flux, que dalle. On discute d'un fonds de 17 millions d'euros pour permettre les tournages. Si vous êtes dans un lieu confiné sur une série comme Fort Boyard et que quelqu'un chope le Covid, c'est toute la production qui a arrêté. Alexia Laroche-Joubert, qui est la productrice justement de Fort Boyard, nous parlait de ça. Elle trouvait aucun assureur. C'était la semaine dernière. Ils doivent démarrer dans quelques jours et on ne sait toujours pas. Ils n'ont pas d'assureur. Quand on leur demande, c'est des prix astronomiques. Et je rappelle que ces producteurs délégués privés ne sont pas assurés par la chaîne. C'est-à-dire qu'ils y sont de leur poche. Donc là, il y a quand même un manque. Et c'est vrai que ce sont des gens qui viennent rarement tendre la sébile auprès des pouvoirs publics. Donc le cinéma, on est habitué, on donne. Il y a toujours 5 grands acteurs qui vont dire le cinéma est en danger. C'est quand même l'industrie dans ce pays la plus soutenue et la plus aidée. Nous avons le reste de la télévision. Et surtout, je parle des chaînes
radio et télé privées qui ont perdu parfois jusqu'à 75% de leurs recettes publicitaires pendant la période. Bien sûr, l'audience montait, mais les recettes plongeaient dramatiquement. Alors, parmi les 10 propositions que vous faites, ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à beaucoup de rapports, on est en France, vous ne vous contentez pas de faire un état des lieux, vous avez des solutions, 10, on ne va pas tout détailler. Je vais en citer une la plus forte et la plus puissante, évidemment, qui a le plus marqué. Refonte de la redevance télé en taxe universelle, que ce soit inscrit dans le projet de loi de finances, c'est un petit peu technique, mais qu'est-ce que ça changerait que la redevance télé change et devienne une taxe universelle ? Déjà, ça permettrait d'avoir... on a toujours joué avec cette redevance en la rendant pseudo-universelle et en dégrevant des millions de foyers. Moi, je préfère une redevance globalement moins élevée, mais qui touche un public plus large. Ouais. Le service public doit être largement indépendant. Il faut que ces ressources soient garanties dans le temps. La meilleure façon, c'est d'avoir une redevance et pas une budgétisation ou de rajouter à chaque fois. Après, il y a un cadre de moyens qui est assez prévisible en termes de recettes et qui permet très clairement d'assurer le financement de l'audiovisuel public. Mesure choc, la suppression dès que possible de la publicité le week-end sur les chaînes publiques, avec l'objectif d'arrêter totalement la publicité sur l'audiovisuel public en 2025. Pour quelle raison ? Alors ça, vous savez, dans ce genre de commission, on n'est pas tous d'accord. Moi, je dis, il y a une réalité, c'est que la publicité est en train de se casser la gueule, y compris sur le service public. Donc il faut prévoir sa disparition, remplacée par d'autres sources. Je suis contre une télévision publique qui soit financée que par la redevance. Dans les autres pays, vous prenez la BBC, il y a plus d'1 milliard de chiffre d'affaires qui est généré par les produits dérivés, par leur production. Pourquoi ? Parce qu'ils créent des formats, ils créent des émissions, ils créent des films et des documentaires qui s'exportent. En France, c'est une grosse cata. C'est-à-dire que l'exportabilité de ce que nous faisons, aujourd'hui, vous allez sur France Télévisions, tous les nouveaux formats qui sont créés, ce sont des rachats de formats achetés à Warner. Vous savez que dans la production revenons, ma question portait sur la publicité. Sur la publicité. Moi, je crois qu'il faut prévoir une extinction progressive de la publicité. On n'est peut-être pas obligé de la provoquer. Il faut qu'il y ait une seconde ressource. Si vous vivez que de l'argent public automatique, il faut que vous ayez un incentive. Finalement, l'audience et la publicité était quelque chose qui poussait quand même à faire mieux. Si c'est l'exportabilité, c'est la créativité, l'invention de nouvelles émissions qui rapportent de l'argent à l'exportation, il faut qu'il y ait ça en contrebalance avant de supprimer la publicité. Beaucoup d'autres mesures. André Gattolin, vous restez avec nous. On continue à détailler le plan d'action souhaité par le Sénat. Oui, on continue. On va parler de la suppression dès que possible de la pub le week-end sur les chaînes publiques, avec à terme plus de publicité en 2025. Mise en place également préconisée par le Sénat, par votre commission, d'un crédit d'impôt pour les éditeurs qui investissent dans la production et l'information. On avait parlé d'un crédit d'impôt ouvert à tous les annonceurs. Vous dites non, expliquez votre choix. Non, parce que le crédit d'impôt ouvert à tous les annonceurs, c'est très vite un effet d'aubaine. Vous voyez aujourd'hui l'automobile qui a moins annoncé, sur-annonce dans les médias. Il ne faut pas que la publicité qu'ils allaient faire naturellement à la reprise soit financée avec l'argent public, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Un crédit d'impôt, tout ça pour alimenter les chaînes. Il vaut mieux donner un crédit d'impôt directement aux diffuseurs, aux chaînes, aux stations, avec aussi des contraintes. Des contraintes, c'est que ça aille aussi dans la production de contenu. Que ce soit pas là pour payer, les frais de fonctionnement et les salaires. Là-dessus, il y a eu des systèmes d'aide. Donc moi, je suis plutôt pour un crédit d'impôt de ce type. Il est plus ciblé, il est plus direct, il est plus économique. Et ça serait réservé à l'achat de programmes... Je crois pas au ruissellement de l'argent, vous voyez. Ça serait réservé à l'achat de programmes français et européens. Et alors là, mesure qui va faire hurler surtout du côté de BFM TV, réorganiser la numérotation des chaînes d'information, spécifiquement BFM TV sur le canal 15, CNews le 16, LCI le 26, France Info le 27. Ils sont séparés. Là, vous voudriez les regrouper pour créer un bloc unique. Ça changerait quoi ? Ça, c'est le but du rapporteur. Ouais. C'est un dada de la commission culture médias au Sénat. Moi, je suis pas particulièrement favorable. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a vu les gens de France TV Info qui nous ont dit nous, on n'a pas fait de bonne performance d'audience. C'est parce qu'on est exilé, on n'est pas à côté de CNews et de BFM TV. Alors qu'ils sont à côté de LCI et qu'LCI a pris 67% d'audience en plus. Donc le problème, il vient de France Info TV plus que de la situation sur les chaînes. Après que ce soit mieux organisé pour le téléspectateur quand il zappe, pourquoi pas ? Mais on a trop de chaînes info dans ce pays. France Info TV, dont on annonce un nouveau patron, Laurent Guimier, Cyril Absolument. Lacarrière nous le disait. Quid de France 4 ? Sa disparition de la TNT était annoncée le 9 août. Les rumeurs prétendent qu'elle sera maintenue par le gouvernement et c'est aussi ce que vous préconisez. Oui, alors là, moi, je suis pour que
on maintienne et qu'on renouvelle France 4. Parce que France 4 faisait des audiences, il faut bien le dire, jusqu'à présent assez médiocres, avec un ciblage qui va de 2 ans à 35 ans. On s'y perd, la jeunesse, c'est pas la même entre 2 ans et 35 ans. C'était beaucoup de la fiction achetée à l'extérieur. Là, ils ont fait des programmes éducatifs le matin, et ça marchait. Et donc, je dis, il faut un nouveau France 4. Il faut prolonger à condition qu'on fasse de l'éducatif et du ludique intelligent et produit en France. Attention, ça a marché parce que les enfants n'allaient pas à l'école. À partir du 22 juin, quand les enfants vont retourner à l'école, les audiences du matin, elles vont disparaître. Écoutez, la crise du Covid, 1, n'est pas terminée, 2, c'est pas mal. Comme au Royaume-Uni, que les enseignants s'appuient aussi sur des programmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les programmes pendant les horaires d'école, mais qu'il y ait à disposition des programmes éducatifs. Ça fait 20 ans qu'on parle de faire une chaîne éducative. La 5e, quand elle a été créée, elle devait être une chaîne aussi d'éducation et de formation. Personne ne veut faire ça en France. Là, on l'a fait avec l'urgence, avec le soutien de l'éducation nationale, et ça marche. Donc, ça vaut le coup qu'on continue, mais il faut un nouveau France 4, et il ne faut pas donner un blanc-seing à la direction de France Télévisions. Qu'est-ce qui va se passer justement pour la direction de France Télévisions si la réforme ne se fait pas telle que ça a l'air de prendre le chemin? Delphine Ernotte, qui est candidate à sa propre succession, risque d'avoir plus de candidats, puisque normalement son mandat, qui devait durer seulement 2 ans pour une espèce de transition, de tuilage, va durer 5 ans. Que va-t-il se passer selon vos infos? Alors déjà, moi je ne sais pas où en est la loi sur l'audiovisuel, si elle est totalement arrêtée. On a décidé de faire passer des mesures en urgence, et on y reviendra peut-être dans un instant d'ici l'automne, parce qu'il y a des choses qui sont urgentes. Après, moi je crois qu'il faut une réforme de l'audiovisuel. Tout le monde est d'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer, Delphine Ernotte? Il y a d'autres candidats. On n'a pas encore la liste des candidats. On le saura autour du 10 juillet. Moi, je ne suis pas persuadé que ça a été la meilleure directrice de France Télévisions qu'on ait eue. Donc je pense que je serais favorable à ce qu'il y ait un certain renouvellement, mais les candidats ne se poussent pas à la porte actuellement. Delphine Ernotte, dites-vous. Elle sera contente de vous entendre. Merci beaucoup, André Gattolin, sénateur LREM des Hauts-de-Seine, grand connaisseur de l'audiovisuel public et privé français. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1 en direct.